Bonjour à tous et bienvenue dans cet apéro code. Ce soir, je vais vous parler de la décentralisation du web. Alors, dans cette présentation, il y aura trois grandes parties. D'abord, on fera le constat de ce qu'est devenu le web et en quoi c'est en contradiction avec la manière dont il a été conçu initialement. Ensuite, on va essayer de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance et quelles sont les conséquences que ça pourrait avoir, conséquences positives sur notre société. Et puis finalement, on va creuser l'une des choses que l'on peut faire, et on va faire un truc que l'on aime bien, je pense que c'est pour ça que vous êtes parmi nous ce soir. On va coder, en tout cas on va avoir quelques outils qui nous permettent d'aller vers un web plus décentralisé. Alors, le web, en tout cas le web tel que conçu par les gens qui en ont été à l'initiative, est en train de mourir. C'est assez paradoxal parce que le web n'a jamais été autant utilisé qu'aujourd'hui. En même temps, son essence, sa nature est peu à peu en train de disparaître. Alors, pour comprendre pourquoi le web des origines, en tout cas, est en train de mourir, on va essayer de voir ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il était lors de sa création. Alors, ce qu'il est aujourd'hui, je trouve que Jonathan du projet Doctrine, un projet libre d'ORM pour PHP, le résume assez bien. Donc, il dit qu'aujourd'hui, il lit une story sur Instagram qui contient le screenshot d'une conversation sur Twitter, qui contient lui-même une capture d'écran de publication sur Facebook. Aujourd'hui, le web, c'est quelques grandes plateformes centralisées qui sont totalement cloisonnées, qui ne sont pas du tout interopérables entre elles. Et donc, la manière la plus simple qu'on a actuellement de référencer des ressources, des documents qui sont sur l'une de ces plateformes depuis une autre, c'est d'en faire une capture d'écran, ce qui empêche toute relation facile, qui empêche l'utilisation des liens hypertextes, qui empêche toute découvrabilité de ces ressources. C'est bien dommage parce que le web, à l'origine, il avait justement été fait pour ça. Le web, décrit par Roy Fidling dans sa thèse sur REST, si je ne dis pas de bêtises, il le décrit de cette manière-là. Donc il dit que le web, c'est conçu comme un système hypermédia, donc c'est un système où on peut faire des références entre les différentes ressources contenues par le système, à l'échelle d'Internet, donc si on veut dire autrement, à l'échelle de la planète. Et il nous dit aussi que Internet, ça consiste à interconnecter des systèmes d'information à travers les limites, les bordures de multiples organisations. Donc, ces organisations, ça peut être des entreprises, bien sûr, mais ça peut aussi être des universités, des écoles, ou vous, votre propre association, ou votre propre structure informelle qui veut mettre à disposition des données, des documents, des connaissances sur un réseau décentralisé. Alors, cette personne, c'est pas n'importe qui, Roy Fidling, donc il est connu pour être l'inventeur du terme et du style architectural REST. Ce qui est moins connu, c'est que le style architectural REST, c'est le style qui est implémenté par le web lui-même. Et Roy Fidling, en plus de REST, c'est aussi l'un des principaux auteurs historiques, tout du moins, du serveur web Apache, et c'est l'auteur ou l'auteur principal des spécifications HTTP 1.0 et 1.1. Donc, c'est un très proche collaborateur de Tim Berners-Lee qui a été l'inventeur du web, mais c'est Fidling qui en a spécifié la plupart des fonctionnements et des modes de fonctionnement qu'on utilise aujourd'hui. Alors, le web tel que conçu, on peut voir que dans la citation de Fidling, il dit c'est un système distribué, c'est plus ou moins vrai. C'est la différence entre décentralisé et distribué est ténue et on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une future présentation, parce que c'est des sujets très intéressants. Mais en tout cas, dès les origines, le web, c'est plutôt un système décentralisé que distribué. Un système distribué, pour le dire très très simple, on abolit un petit peu la notion de client et serveur et chaque machine sur le réseau est à la fois client et serveur. C'est typiquement ce qu'on appelle maintenant le peer-to-peer. Le web des origines, c'est plutôt un système décentralisé où on va avoir des serveurs qui sont gérés par plutôt des organisations
historiquement des labos de recherche, des universités, puis des entreprises, puis des associations. Et en fait, tout le monde peut très facilement, juste en le connectant au réseau, brancher son serveur. Et son serveur va exposer des ressources. Et ce serveur va pouvoir être référencé et lui-même faire des références vers tout un tas d'autres ressources exposées, hébergées par d'autres organisations. Ensuite, on a les machines clientes, donc ça peut être des ordinateurs, ça peut être des téléphones portables, et ces machines peuvent se connecter de manière interopérable et sans avoir besoin de quoi que ce soit d'hard-codé ou de manière complètement auto-découvrable, on va dire, peuvent se connecter à n'importe quel serveur de ces réseaux pour y lire des informations. Et donc, je le disais, système hypermédia, n'importe quel serveur, dans les documents qu'il expose, peut faire des références vers des documents hébergés par d'autres serveurs ailleurs sur le réseau, écrites, hébergées par d'autres systèmes d'exploitation dans d'autres pays, dans d'autres langues, écrits avec d'autres langages de programmation. Donc, le web, c'est un système de base qui est conçu pour être décentralisé, où chacun peut créer son serveur et exposer ses documents et référencer, sans contrôle centralisé, sans que personne ne puisse l'en empêcher, des données d'autres systèmes d'information. Malheureusement, on verra pourquoi malheureusement dans quelques minutes, le web d'aujourd'hui, ça ressemble plus à ça. On a quelques très grandes plateformes, donc, en français, on utilise souvent le terme GAFAM pour parler de ces plateformes-là, qui concentrent la quasi-totalité des serveurs et qui concentrent également la quasi-totalité des données des utilisateurs. Donc, finalement, on a ce que l'on appelle en anglais des walled gardens, donc on a des réseaux très centralisés, dont on ne peut pas référencer les ressources depuis l'extérieur et dont on ne peut pas accéder depuis l'extérieur de ce réseau-là, qu'on utilise pour la majorité de notre activité sur le web, ce qui n'était pas du tout le cas à l'origine. Donc typiquement, ça veut dire qu'on a, via nos téléphones et via nos ordinateurs, on se connecte quasiment tout le temps à des serveurs contrôlés par les mêmes organisations, et la majorité des données produites par les êtres humains sont stockées par ces serveurs de ces quelques organisations qui se comptent sur les doigts d'une main. Alors qu'initialement, le web était plutôt conçu de la manière suivante. Chaque groupe d'humains qui veut publier des informations va se coordonner pour créer son propre petit serveur et exposer ses données dessus et avoir le contrôle de ces données via le contrôle de son propre serveur. Alors, quelques chiffres pour montrer ce que ça donne concrètement, cette centralisation. D'après Médiamétrie, en France, 36% du temps passé sur Internet l'est sur les réseaux des GAFAM. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, GAFAM. Amazon, c'est le leader en termes de part de marché, près de 50% du cloud computing. C'est entre autres ce qui a permis, bonne idée ou mauvaise idée, c'est quelque chose que l'on peut discuter, mais en tout cas c'est entre autres ce qui a permis récemment à Amazon d'arrêter les réseaux sociaux d'extrême droite pro-Trump aux États-Unis qui étaient hébergés chez eux. Dans ce cas-là, c'est peut-être une bonne chose, mais ça pose quand même question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée qu'une seule entreprise soit en mesure de couper totalement les moyens de communication d'un groupe de personnes très important. Amazon, dans le e-commerce, c'est aussi 50% de part de marché. Ils ont aussi la plateforme de live stream Twitch, où là, pour le live streaming, il y a 75% de part de marché. Facebook, c'est le réseau social majoritaire, possède aussi Instagram, WhatsApp et le système de GIF, Giphy. C'est 70% des parts de marché. Du coup, clairement, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça un petit peu après, mais ça veut dire que si vous êtes une organisation politique, par exemple, si on parle de démocratie, etc., et que Facebook vous coupe votre page Facebook, eh bien vous perdez potentiellement accès à la majorité, en termes de communication, à la majorité de la population. Donc ça a des conséquences qui sont très importantes sur la vie en société, sur la vie démocratique, etc. GitHub, qui appartient à Microsoft,
c'est la plateforme de développement principale sur laquelle sont stockés les projets libres. C'est très important parce que l'infrastructure de nos sociétés modernes dépend énormément du logiciel, et en particulier du logiciel libre. Et donc ces logiciels libres, bien que les libertés fondamentales garantissent une certaine indépendance, techniquement, en termes d'infrastructure, ils dépendent énormément de Microsoft. Finalement, autre gros facteur de la recentralisation du web, c'est les clients. Google et Apple, à eux deux, ont 100% du marché des OS mobiles, des systèmes d'exploitation pour appareils mobiles. Et il y a beaucoup de choses sur ces périphériques que l'on ne peut installer qu'en utilisant les App Store proposés par ces plateformes, ce qui fait qu'il y a certaines applications qui ne peuvent tout simplement plus être installées sur les téléphones des gens, même si les gens sont volontaires pour les installer, à cause du contrôle et de l'hégémonie, de la situation de monopole dans laquelle sont ces deux sociétés. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la technologie, et en particulier des technologies avancées et complexes comme le web et Internet, n'est pas neutre. La technologie, c'est quelque chose qui porte intrinsèquement des idées politiques. Par exemple, Tim Berners-Lee, qui est le créateur du web, a fait pas mal de conférences sur le sujet, où il présente le web comme une innovation technique, mais aussi comme un projet politique. Et il dit clairement que quand il a créé cette technologie, son objectif, c'était de permettre le partage de connaissances et à des personnes de toute culture, de toute langue, de tout genre, de s'exprimer et de le faire sans médiation, de le faire potentiellement sans contrôle direct de ce qui était uniquement possible via les médias contrôlés, entre autres, par les États, avant l'apparition d'Internet, où dans ces médias, vous ne pouviez parler que si on vous donne la parole. Là, avec le web, quelles que soient vos idées, quelle que soit votre langue, quel que soit votre genre, quelle que soit votre culture, vous pouvez brancher un serveur et commencer à vous exprimer. Est-ce que vous gagnerez en popularité? Ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Alors que vous avez à vous proposer les meilleures idées du monde, si le journaliste de la télé contrôlée par l'État ne vous donne pas la parole, vous ne pouvez pas les exprimer, vous ne pouvez pas les populariser. Alors, il y a un texte qui est fondamental dans la culture hacker et qui a vraiment influencé fortement les créateurs des technologies qu'on utilise tous les jours, aussi les créateurs de logiciels libres, les créateurs de protocoles tels que ceux qui sont utilisés pour Internet et pour le web. Ce texte, c'est Code is Law de Lawrence Lessig. Ce texte nous dit quelques trucs très intéressants. Par exemple, cet extrait nous dit que les échanges sur Internet se font sans que les réseaux ne puissent connaître le contenu des données échangées. Et même sans idée réelle, sans que les réseaux puissent avoir d'idée réelle de qui est l'identité de la personne qui envoie ou reçoit ces messages. Il dit que le code est neutre à propos de la donnée et ignorant à propos de l'utilisateur. Et en fait, cette neutralité, elle a été pensée, conçue par les créateurs des protocoles réseau qui sont à la base du web et d'Internet, en particulier de TCP/IP. Et ce code et ses propriétés qui ont été hard-codées dans le protocole et dans le code qui les implémente, ça a des conséquences, en particulier sur la régulabilité des comportements sur Internet. La conséquence principale, c'est que la manière dont est conçu TCP/IP, ça rend le contrôle de ces comportements très difficile, voire quasi impossible. C'est entre autres grâce à ces fonctionnalités, on peut dire que c'est une fonctionnalité, à cette conception, que la censure sur le web est peut-être possible, mais en tout cas très difficile. Et ça fait vraiment partie du projet politique qu'était Internet et le web, et c'est des idées, des gens qui ont conçu ces protocoles qui ont été
mise dans le code et mise en pratique concrètement. Donc, vraiment, ça aurait pu être fait, le web aurait pu être conçu pour qu'il soit très facile à contrôler et à censurer, mais ce n'était pas le projet des gens qui l'ont créé. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Alors, si on revient au web et si on revient à Tim Berners-Lee, il nous dit que le web, il est particulièrement important pour permettre aux femmes, aux pauvres, donc vous voyez une notion de classe, hein, de classe sociale, même chez Tim Berners-Lee, et aux autres groupes marginalisés. Leur donner accès à Internet, c'est très important pour leur montée en puissance sociale et économique. Vous voyez que là, on est vraiment sur le domaine du politique. Et que dans les fondements du web, il y a cette idée de permettre aux gens qui sont dominés, à qui, on va dire, le système, l'État, les multinationales, etc., ne donnent généralement pas la parole, de pouvoir s'exprimer sans intermédiaire et de pouvoir prendre la parole. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement fondamental et ce qui est l'élément révolutionnaire que porte le web. Malheureusement, il y a un recul très important de ces possibilités offertes par le web initial depuis quelques années. Et ce recul, il est en particulier, lui, lié à la centralisation du web. Donc on va voir pourquoi cette centralisation, elle est dangereuse pour nos communautés, pour la vie démocratique. Tim Berners-Lee, créateur du web, en est très très conscient, et il dit maintenant que le web est dysfonctionnel, avec des intérêts, des ambitions perverses. Il emploie carrément ce mot-là. Il dit que son invention, le web, n'est plus une force pour le bien. Vous voyez, il va assez loin dans le constat amer de ce qui est devenu son invention. En fait, la recentralisation du web et d'Internet pose deux grandes menaces. La première, c'est la surveillance de masse. La deuxième, c'est la possibilité de censure. Et on a deux acteurs, de grands types d'acteurs, qui portent ces menaces. D'abord, acteurs relativement classiques, on va dire, dans ces cas-là. C'était déjà le cas pour la censure, les censures qui ont été mises en place après l'invention de l'imprimerie. Bon, là, on est sur des trucs assez anciens. C'est les gouvernements qui, depuis quasiment la création du web, essayent d'en reprendre le contrôle et essayent de pouvoir être en mesure de censurer ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Et le deuxième acteur, qui est un peu plus récent, un peu plus difficile à analyser, c'est les géants de la nouvelle technologie, les multinationales de la tech. Alors, comment tout ça c'est possible alors que les SIG nous disaient que TCP/IP et puis les protocoles au-dessus comme HTTP sont conçus pour être neutres à propos des données et pour rendre difficile l'identification des personnes qui sont à l'origine ou qui vont recevoir les messages. En fait, ça, c'est principalement dû à la recentralisation du web. Le fait que toutes les données, toutes les communications passent par les serveurs de quelques grandes multinationales généralement américaine et en fait très liée aux États, fait qu'on n'a qu'un seul point sur lequel il est nécessaire d'écouter pour pouvoir surveiller. Et on a un seul point sur lequel on peut supprimer ou bloquer une donnée pour la rendre inaccessible. Si vous publiez un post sur Facebook et que ça ne plaît pas à quelqu'un qui est en position de contrôle sur Facebook, disons les patrons de Facebook, ou un État qui a des moyens de coercition importants et qui a des moyens de pression sur Facebook, ben cet acteur-là peut, vu que c'est disponible qu'à cet endroit-là et qu'il n'y a que Facebook qui a le contrôle là-dessus, peut très facilement le bloquer, le censurer, ou surveiller qui accède à cette donnée-là. Et ça, bien entendu, alors les patrons de ces multinationales le savent depuis toujours, vraiment c'est eux qui les ont créés, mais les États l'ont compris depuis assez longtemps. Et les révélations de Snowden nous ont montré que dans les faits, c'était encore pire que ce que l'on croyait. Donc, vous connaissez tous, je pense, le programme PRISM. Donc, le programme PRISM, c'était un programme de partenariat entre la fameuse NSA américaine et puis, en fait, quasiment toutes les multinationales de la tech,
qui donnait un accès complet aux données stockées par ces services de tous les citoyens du monde entier. Donc là, même si vous n'étiez pas américain, à la limite, surtout si vous n'étiez pas américain, il n'y avait pas de problème, les agents de la NSA pouvaient et peuvent toujours, en fait, accéder à l'ensemble de vos discussions, l'ensemble de vos mails, l'ensemble de vos publications, et même parfois en direct à vos webcams, etc. Donc c'était de la surveillance globale, totale, à toutes les personnes qui utilisaient l'un de ces services. Et vous voyez, les GAFAM, bon, bah voilà, ils y sont tous. Hein. Alors, Snowden, justement, dit quelque chose d'assez intéressant sur l'état du web. Et il nous dit que les sociétés qui font de l'argent en collectant et en vendant les enregistrements détaillés de nos vies privées, avant, on appelait ça des sociétés de surveillance. Maintenant, depuis qu'elles ont été renommées en réseaux sociaux, ce renommage, c'est la chose la plus folle un petit peu depuis le renommage du ministère de la Guerre en ministère de la Défense. Alors, voyons un petit peu comment, grâce à la centralisation, les États, mais aussi les multinationales de la tech, essayent de reprendre le contrôle sur ce qui peut être dit ou ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux. En France, le plus symptomatique de cette reprise de contrôle, c'est une loi qui s'appelle la loi Avia. La loi Avia, elle demandait à ce que les réseaux sociaux soient obligés, sous peine de forte amende, de retirer sous 24 heures, ce qui est clairement illégal. Alors, vous voyez, ça a été quelque chose qui a été très médiatisé en France, vous voyez le problème que ça pose. Le problème que ça pose, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire clairement illégal, alors qu'il n'y a même pas de juge qui va déterminer si c'est illégal ou pas. Ça veut dire que on va avoir potentiellement des autorités ou des gens qui, sans contrôle, sans contre-pouvoir du tout, vont pouvoir dire ça c'est manifestement illégal, et donc supprimez-le, sinon vous serez potentiellement soumis à une amende, vous les réseaux sociaux. Quel est l'intérêt des réseaux sociaux de dire non, on ne le supprime pas, on laisse le contenu en ligne et on risque une amende? Aucun. Donc ça veut dire que n'importe quel signalement, sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contrôle, même par l'institution judiciaire, entraînera, ou aurait entraîné si cette loi était passée, la censure immédiate du contenu sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, si vous contrôlez votre propre serveur, vous dites moi ce que j'ai publié, c'est légal, et de toute façon, je souhaite le publier, donc je ne le supprime pas. Très bien. Sauf qu'avec la centralisation, on n'a qu'une poignée d'acteurs qui se comptent sur les doigts d'une main, qui vous permettent de toucher un public large. Donc si cette loi était passée, ça signifie une régression très très importante de la liberté d'expression. Cette loi, elle prévoyait aussi, et ça c'est un signe, la suppression en moins d'une heure de la propagande terroriste et de la pédopornographie. Alors, personne n'est pour la propagande terroriste et la pédopornographie, mais c'est quelque chose d'assez classique. Quand on vous présente quelque chose en disant c'est pour lutter contre le terrorisme ou la pédopornographie, c'est toujours un signe que on prend les exemples les plus extrêmes pour lesquels des lois existent déjà d'ailleurs, pour essayer de faire passer quelque chose qui est potentiellement problématique. Donc quand il y a ces deux mots qui apparaissent, terrorisme, pédopornographie, il faut creuser, essayer de voir si c'est vraiment que à ça qu'on souhaite s'attaquer ou si c'est un cheval de Troie pour des lois liberticides ou des restrictions beaucoup plus globales. Bon là, bien sûr, c'était un cheval de Troie pour toucher des choses qui étaient beaucoup plus larges que la propagande terroriste et la pédopornographie. En plus, on reviendra un petit peu après sur cette notion de propagande terroriste qui est un petit peu à géométrie variable aussi. Alors, les amendes qui étaient prévues pour les contenus non supprimés étaient extrêmement importantes. 200 000 € par publication. Du coup, ça signifie que si vous êtes, même si vous êtes de bonne foi, ce qui reste à voir,
mais que vous êtes un réseau social type Facebook ou Twitter, vous avez énormément de publications, il y a un signalement, en particulier si ça vient d'une autorité quelconque, bah, vous ne cherchez pas à comprendre, vous supprimez et vous essayez de ne pas avoir une pénalité aussi importante. Donc, principal problème, pas de juge dans le processus, pas d'appel possible. Donc on est dans l'arbitraire et dans la censure arbitraire la plus totale. Cette loi, heureusement, elle a été déclarée inconstitutionnelle et la majorité de ces articles ont été supprimés par le Conseil constitutionnel. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a pas mal d'hommes politiques, de la majorité, mais aussi de droite. Par exemple, moi j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, le président de la région, c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, sa proposition, elle est simple, vu que cette censure généralisée proposée par la loi Avia, c'est non constitutionnel, il faut changer la Constitution. Ouais, pourquoi pas, ça paraît une très bonne idée. Alors, vous allez me dire, bon, concrètement, j'ai peut-être un peu loin, et concrètement, on est quand même dans une démocratie, c'est pas comme ça que ça se passera, la liberté d'expression, elle est garantie par la Constitution, on ne reviendra jamais dessus, donc c'est un problème très théorique. Malheureusement, ce problème, il n'est pas si théorique que ça. Voyons ce que ça pourrait donner, la loi Avia en application, et puis ce que ça donne déjà en ce moment. Pendant le début du confinement, là, dans ma ville, à Lille, il y a un journaliste, qui est un journaliste indépendant, payé pour ça, il me semble qu'il a une carte de presse, etc., qui passait par hasard sur la Grand Place de Lille, donc l'endroit le plus fréquenté de la Grand Place de Lille, et qui a vu des policiers interpeller une personne âgée pour je sais pas, peut-être qu'il portait pas le masque, je sais plus exactement le truc, c'était lors du premier confinement, mais en gros c'était une violation des règles sur le Covid. Et a priori, la vidéo montre des violences policières. Il la publie sur Twitter. Réaction de la police, du compte officiel de la police du Nord, sur le réseau social en question, où ils mettent en doute la parole de journaliste et la vidéo, et ils disent que c'est une fake news. Bon, alors le journaliste maintient sa vidéo en ligne, vous faites votre avis, et voilà. Si la loi Avia était passée, c'est un contenu manifestement illégal, on se demande ce qu'aurait fait Twitter, est-ce que Twitter ne l'aurait pas supprimé pour être sûr de ne pas risquer cette amende. Vous voyez un petit peu les problèmes que ça peut poser. D'ailleurs, le tweet original, maintenant, suite aux pressions qui ont été mises, il n'est plus disponible sur le réseau social Twitter. Avec cette loi Avia, sans jugement, sans qu'il y ait l'institution judiciaire qui se prononce sur le fait que ce soit de la diffamation ou pas, que ce soit une fake news ou pas, alors que la personne qui a posté le tweet a un statut protégé vu que c'est un journaliste, cette image, cette vidéo, elle aurait pu être supprimée. Alors la loi Avia a été retoquée, mais en ce moment, il y a une autre loi qui est en cours de discussion, qui s'appelle la loi sécurité globale, et qui propose une autre forme de censure des réseaux sociaux, mais avec toujours un petit peu le même but. Là, l'idée, c'est d'empêcher les publications de violences policières, qui est un truc la publication de ces violences policières qui gêne énormément l'État. On a vu qu'en France, il y a eu d'énormes mobilisations suite au décès, à l'assassinat de Adama Traoré, suite au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, suite à la mort de Cédric Chouviat, etc. Et donc, il y a des lois qui sont proposées, en particulier la loi sécurité globale, qui vise purement et simplement à interdire la publication de vidéos de violences policières sous différents prétextes. Là, la loi sécurité globale, c'est si on voit le visage des policiers. Et ça, encore une fois, ce n'est possible que parce que le web est centralisé, parce que si vous publiez sur votre propre serveur cette vidéo et que ça peut quand même toucher une audience large, ce qui n'est plus le cas, c'est vous qui décidez si vous la supprimez ou pas quand il y a une demande de la police. Et si vous jugez que vous êtes dans la légalité ou que vous voulez rentrer dans l'illégalité parce que illégal ne veut pas dire illégitime, c'est vous qui avez le contrôle. Et éventuellement, c'est vous qui prenez les risques judiciaires. Alors que là, ce n'est plus le cas. C'est, avec le web très centralisé, c'est les plateformes techniques qui décident si elles vous laissent vous exprimer ou non. Alors, même sans ces lois-là,
En fait, la censure, elle est déjà effective. Il y a quelques mois, il y a cette personne que vous connaissez peut-être, Noam Hanour, qui est un policier, ou peut-être ancien policier maintenant, je ne sais pas exactement, qui a, pareil, publié une photo d'une violence policière que lui considère comme raciste, commise par un de ses collègues. Donc là, on ne parle pas spécialement d'un anarchiste ou d'un terroriste ou de je ne sais quoi, on parle d'un flic qui dénonce le racisme d'autres flics. En plus, il me semble que c'est un syndicaliste policier, ce gars-là. Vous pouvez voir que son tweet, il n'est plus disponible en France, de manière complètement unilatérale, sans que le syndicat de cette personne, sans qu'un juge ne se prononce, sans que lui-même décide de la retirer. Twitter a décidé de rendre ce tweet inaccessible en France. Donc, cette image de violence policière dénoncée par un policier lui-même, de manière unilatérale, vous ne pouvez plus y accéder. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la centralisation du web. Alors là, en l'occurrence, Twitter ne l'a bloqué qu'en France, donc vous pouvez utiliser ce logiciel génial qui est Tor pour y accéder quand même, et c'est le cas pour beaucoup de contenus bloqués sur Internet. Et Tor, entre autres, ça peut fonctionner, et ça fonctionne aussi bien, grâce aux capacités du protocole TCP/IP, à ces caractéristiques qui ont été codées dans ces protocoles qu'on a vu dans la citation de Lossing un petit peu plus. Et ça, là, je parle beaucoup de la France parce que c'est un meet-up en français, mais ça n'arrive pas qu'en France. Hein. Dans les pays qui ne sont pas des démocraties, je pense à l'Iran, par exemple, les blocages sont systématiques. En Chine aussi, tout est bloqué, tout est censuré. Mais même dans des pays qui sont présentés comme des démocraties, on a des choses similaires un petit peu partout dans le monde qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, aux États-Unis, il y a des villes qui ont rendu illégal le fait de publier des vidéos de policiers. Alors là, ce n'est pas des questions de visage masqué ou autre, c'est juste que voilà, vous n'avez plus le droit du tout de publier de vidéos de policiers, y compris quand ils sont en train de commettre eux-mêmes des actes illégaux. Et malheureusement, ce n'est pas non plus lié que à Twitter. En fait, Twitter, c'est finalement pas l'un des pires acteurs de ces GAFAM, c'est peut-être même l'un des plus vertueux, et pourtant on voit que sa censure à tout va sur Twitter. Quelques exemples en passant. Facebook, au niveau international, a décidé de bloquer tous les moyens de communication sur Facebook, les pages liées, etc., des organisations kurdes. Donc, vous savez, c'est ceux dont en France on a beaucoup parlé pendant la guerre contre Daesh, parce que c'est les unités de combattantes femmes qui se battaient au sol contre le califat de Daesh, contre l'État islamique, etc. Il y a eu plein de reportages, plein de films, etc., où on présentait leur projet de société démocratique, féministe, écologique. Ces gens-là, ils sont en guerre contre Daesh, mais ils sont aussi attaqués par l'État turc, qui est contrôlé aussi par des islamistes. Et l'État turc a fait pression sur Facebook pour que leurs moyens de communication soient bloqués, et partout dans le monde, pas que en Turquie, toutes les organisations kurdes ont eu leurs moyens de communication bloqués par Facebook. Et malgré le discours, entre autres, de l'État français, ces blocages sont toujours en cours. Et même si Hollande a reçu les dirigeants des organisations kurdes, dit qu'il allait les soutenir, etc., au final, rien n'a été fait. Et encore à l'heure actuelle, ces organisations-là n'ont plus accès à leurs moyens de communication, à une audience large, parce que Facebook a bloqué leur page. GitHub, alors ils sont revenus là-dessus, et c'est tant mieux, mais pendant très longtemps, pendant plus de 2 ans, il me semble, GitHub avait bloqué l'accès à tous les utilisateurs de nationalité iranienne ou qui s'étaient connectés une fois depuis l'Iran à leur compte GitHub. Même si ce ne sont pas des gens proches du régime des mollahs, et même si c'est des opposants politiques. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Ça va, entre autres, couper les accès à des contributeurs du monde du logiciel libre assez connus. Par exemple, il y a un des membres de la core team de Nuxt.js, qui est un framework SSR pour Vue très populaire, qui ne pouvait juste plus du tout accéder au projet parce qu'il est de nationalité iranienne. Pareil, GitHub
a décidé de bloquer complètement l'accès au code source d'une app qui s'appelait Tsunami Démocratique, qui était, alors qui est peut-être, d'ailleurs je ne sais pas trop où ça en est, qui était utilisée pendant les mobilisations des indépendantistes catalans pour organiser des rassemblements. En gros, le principe de l'app, c'est que ça détectait quand il y avait beaucoup de sympathisants de la cause dans le même secteur géographique, et ça proposait d'organiser dès qu'il y avait assez de monde, en gros, une manifestation à un lieu qui était choisi au hasard par l'application, ce qui faisait que c'était très difficile à prédire et à bloquer par la police. Forcément, ça ne plaisait pas à l'État espagnol, et donc l'État espagnol a fait une demande à Microsoft pour bloquer même le code source de cette application, ce qu'a fait GitHub. Alors, le web, dans ce moment, facilite tous ces blocages, toutes ces censures qu'on a vues là. Pourquoi ? Parce que les États n'ont que quelques acteurs avec lesquels passer des accords ou à contrôler ou à faire pression pour pouvoir réaliser ces blocages. En gros, on en a 5. Une fois qu'on peut faire pression sur ces 5-là, on peut contrôler quasiment l'intégralité des contenus qui sont publiés sur le web. Et donc, ça nous donne une possibilité de surveillance qui est énorme et une possibilité de censure qui est énorme également. Donc, ces lois, en soi, et ces pratiques, elles sont hyper problématiques et il faut s'organiser pour lutter contre, politiquement. Mais ce n'est pas tout. Elles sont aussi possibles techniquement, uniquement parce que le web n'est plus décentralisé. Parce que si on en était resté au web des origines, même si ces lois existaient, pour les mettre en œuvre, pour mettre en place ces blocages, ces censures, ce serait beaucoup plus difficile, voire impossible. Donc là, on se rapporte encore une fois à Alessi. Donc, il y a plusieurs choses que l'on peut faire et qu'il faut faire. Mais il y a aussi des choses qui sont techniquement de notre responsabilité en tant que développeurs, inventeurs, concepteurs de ces outils de communication moderne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre cette surveillance de masse, lutter contre cette censure? D'abord, on peut s'organiser. Ça, c'est à la fois le plus simple et le plus efficace. Ensuite, en tant que développeur, on peut refuser d'implémenter des mécanismes qui permettent ces atteintes à la liberté d'expression, etc. Et puis, on peut aussi coder des nouveaux moyens de communication qui vont être beaucoup plus difficiles à contrôler. On va essayer de voir un petit peu tout ça sur les quelques minutes qui nous restent. Alors, ce que tout le monde peut faire, quelles que soient ses compétences, et à la limite, il n'y a même pas besoin d'être informaticien pour cette partie-là, n'importe qui peut s'impliquer là-dedans, c'est s'organiser. Alors, s'organiser politiquement, ça peut être une bonne initiative, mais même en dehors, politiquement, syndicalement, etc., parce que c'est lié, bien sûr, la technologie, ce n'est pas quelque chose d'isolé, on l'a vu, la technologie, c'est quelque chose de politique, et c'est lié à tous les autres problèmes que rencontre la société, mais même juste d'un point de vue technologique, il y a des organisations qui essayent de faire du travail politique pour lutter contre les lois liberticides, contre les blocages, contre les censures. Donc là, j'en ai listé quelques-unes, l'Internet Freedom Foundation, la Tech Workers Coalition, la Quadrature du Net en France qui fait un excellent boulot sur tous ces sujets depuis longtemps, et On est la Tech qui, plus spécifiquement, regroupe les développeurs et les travailleurs de la nouvelle technologie pour porter une voix différente que celle des États et celle des GAFAM sur, entre autres, tous ces sujets de centralisation, de logiciels libres, de technologies ouvertes, etc. Donc s'organiser, c'est la première chose à faire. Ensuite, et l'organisation, bien sûr, est complémentaire à tout ça, on peut aussi refuser de mettre en place des outils qui sont néfastes pour les sociétés. Parce que typiquement, ces réseaux centralisés, les outils qui permettent la surveillance de masse, les outils qui permettent la censure, les intelligences artificielles qui prennent des décisions racistes, etc., elles ne se créent pas, elles apparaissent pas de nulle part et elles ne se créent pas automatiquement. On a vu que les gens qui ont créé TCP/IP, les gens qui ont créé le web, ont mis sous forme de code des idées progressistes, démocratiques, etc. En fait, les gens qui créent les outils de surveillance de masse et puis les intelligences artificielles racistes, ils ont aussi des idées et ils les mettent en place avec du code qui, lui, est néfaste. Alors, le problème, c'est que parfois, on le fait parce qu'on se sent obligé ou on le fait parce qu'on ne se rend pas compte que c'est problématique. Tout le monde n'a pas forcément de mauvaises intentions là-dessus. Donc, c'est important
de comprendre ce qu'on est en train de faire, à quoi ça va servir, et puis quand on trouve que ça a des conséquences néfastes, de refuser de le faire. On est un métier, on est une branche d'industrie où on a la chance pour le moment d'être dans le quasi plein emploi. Et même si on ne veut pas bosser sur du militaire ou quelque chose de surveillance, ou même pour les gros réseaux sociaux, on peut trouver du boulot quand même très très facilement. Alors forcément, c'est un peu plus facile pour les seniors que pour les juniors, pour les hommes que pour les femmes. Il y a même au sein de notre branche, il y a pas mal de discriminations qui existent, etc. Mais il n'empêche qu'on est quand même assez privilégié là-dessus au global. Il y a c'est aussi un des domaines où il y a des entreprises qui se créent, qui sont particulières, qui sont des entreprises, on va dire, non capitalistes, qui sont des entreprises gérées sous forme de coopératives. Donc, j'ai la chance de travailler dans l'une d'elles qui s'appelle Letilleul.coop. Il y en a pas mal d'autres en France. Il y en a une où c'est des copains que je salue, qui est à Paris, qui s'appelle Fairness, qui font aussi de l'excellent boulot là-dessus. Puis il y a des organisations qui regroupent toutes ces boîtes-là. Donc en France, il y a l'ESCOP, qui est l'organisation qui regroupe toutes les scopes, quel que soit le domaine d'activité. Et au niveau international, il y a CoTech, qui regroupe toutes les coopératives de travailleurs de nouvelles technologies. Et la plupart de ces coopératives, vu qu'elles sont possédées par les travailleurs qui bossent dedans, et que toutes les décisions y sont prises de manière démocratique, c'est le principe des coopératives, la plupart, pas toutes, mais quand même la plupart, décident de ne pas travailler pour des projets qui sont néfastes à la communauté, néfastes à la société. Et donc, ça donne une manière beaucoup plus simple encore de refuser que quand on travaille dans une ESS2I classique. Parce que là, si on trouve qu'il y a un problème, on le dit en assemblée générale, et vu que les décisions sont prises démocratiques, puis qu'on peut penser que les gens qui sont dans la coopérative partagent les mêmes valeurs, c'est discuté, puis on décide que ce projet-là, il est problématique, et on ne décide pas de travailler ensemble. Donc, les scopes, c'est bien, n'hésitez pas à rejoindre celles qui existent déjà, ou même à créer les vôtres. Et puis ensuite, on peut s'organiser, on peut refuser, y compris en travaillant dans des sociétés qui sont non capitalistes, et on peut aussi programmer, ça tombe bien, je pense que vous êtes beaucoup ici, à aimer programmer. Alors, on peut produire du code néfaste, mais on peut aussi écrire du code qui est positif et qui rend ces mécanismes de censure, etc., beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Alors, les SIG dit que c'est le code qui régule. Le code implémente des valeurs ou il les implémente pas. Il permet des libertés ou il les empêche. Il protège la vie privée ou il promeut la surveillance. Et c'est un peu ce qu'on voyait juste avant avec le fait de refuser. Les gens choisissent de coder ou de ne pas coder ces choses. Et le code, il n'apparaît pas par l'opération du Saint-Esprit. Le code, il faut bien que des gens l'écrivent. Donc, le minimum, je dirais, c'est de refuser d'écrire du code néfaste. On peut même aller encore plus loin et écrire du code qui va protéger ses libertés, empêcher la surveillance, permettre la reprise en main des moyens de communication et le fait que ce soit les personnes qui publient qui soient en mesure de choisir si elles veulent retirer leur publication ou non, et de les rendre résistants à la censure. Donc, en tant que développeur, ça a déjà été fait une fois avec le web, on a tout à fait le pouvoir de repasser d'un mode qui est devenu très centralisé à quelque chose qui est très décentralisé, voire même distribué. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre temps. Alors, pour ça, on a des outils technologiques qui sont en train d'être développés, en train d'être implémentés, en train d'être promus. En particulier, on a toutes les technologies historiques du web, des standards ouverts autour du web, qui sont faits pour ça. Déjà, on peut voir que quand on compare le web, ce qu'on appelle le link data, le web sémantique, tous ces outils-là, le web décentralisé, avec n'importe quelle technologie à la mode, avec un gros marketing développeur, etc., promu par n'importe quel GAFAM, on peut voir qu'à chaque fois, il y a quelques grandes différences. Déjà, il y a l'origine. La plupart des technos du web, des protocoles, tout ce qui est link data, web sémantique, RDF, JSON-LD, Solid, tous ces machins-là, c'est quasiment tout le temps une origine scientifique, communautaire. C'est quasiment jamais quelque chose qui est commercial à la base. Alors que les technos des GAFAM, c'est quasiment tout le temps dans des buts de recrutement ou de promotion de l'un de leurs services payants, donc c'est dans un but de faire de l'argent. Donc il y a déjà, sur l'origine, il y a une très grosse différence
Ensuite, sur le mode d'accès aux données, le web, c'est conçu de base pour permettre de faire d'Internet une immense base de données distribuée sur laquelle personne n'a de contrôle centralisé, où tout le monde est maître de ses propres données et de ses propres publications. À l'inverse, les outils des GAFAM, c'est toujours construit en silo. Et c'est toujours construit pour qu'il y ait une énorme base de données centralisée qui leur permette, alors généralement pour de la revente de données personnelles, etc., de consolider toutes les données, d'en avoir la propriété, éventuellement de les vendre, de les analyser. Et surtout pas d'avoir des petits îlots de données qui sont interopérables et requêtables les uns comme les autres. Donc vraiment à l'inverse de la fondation des fondements du web. Pareil pour l'interopérabilité, les technologies issues du web, du link data, etc., tout ce qui est HTTP, RDF, ce qu'il y a au-dessus, c'est toujours conçu pour être global, fonctionnant à l'échelle de l'Internet et complètement interopérable avec n'importe quel système. À l'inverse, les technologies qui sont promues par les GAFAM, la plupart d'entre elles proposent aucune interopérabilité, des systèmes de clés d'API très difficiles à mettre en œuvre, des accès qui sont bloqués par défaut et où on donne l'accès à quelques utilisateurs triés sur le volet, généralement de manière payante ou aux États, etc. Les outils tels que le web sont vraiment conçus pour avoir un impact sur les sociétés. Donc, c'est le plus utile, c'est les outils les plus utiles dès qu'on veut faire des moyens de communication, dès qu'on veut créer des réseaux sociaux, etc. Ça ne veut pas dire que toutes les technos des GAFAM sont à acheter. Hein. Si on doit faire, il y a plein de cas, en particulier pour l'entreprise, on doit faire un système centralisé. Si on a besoin d'une API interne, même un système qui est ouvert, mais qui a besoin d'un mode de fonctionnement interne, etc., un peu particulier. Il y a plein de technos faites par les GAFAM, il y a énormément de recherche et développement faites par elles, qui sont pertinentes et qui sont techniquement très efficaces. C'est juste que quand on commence à les utiliser pour gérer tous les moyens de communication de l'humanité, faut vraiment faire attention à regarder un petit peu comment elles sont conçues, pourquoi elles sont conçues. Et en fait, le fait qu'il faille redécentraliser Internet, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça, même des gens, on va dire, ça pourrait être un peu surprenant vu leur position. Par exemple, suite au bannissement légitime, selon moi, de Donald Trump de Twitter, le créateur de Twitter, a fait un thread sur son réseau social qui est assez intéressant, qui explique que ils ont banni Trump parce qu'ils considéraient que c'était inévitable et c'était vraiment dangereux, vu le contexte de l'attaque du Capitole, etc., de continuer à le laisser s'exprimer sur leur réseau social, y compris pour la démocratie, les minorités, etc. Donc ils ont décidé de le bannir, mais qu'en le faisant, ça crée un précédent qui est très embêtant, et que le fait que Twitter, contrôle une si grosse partie des moyens de communication finalement de l'humanité, de manière centralisée, c'est un problème important avec lequel ils sont d'accord. Et d'ailleurs, ils proposent de créer un nouveau jeu de technologie pour avoir un web et des réseaux sociaux qui sont à nouveau redécentralisés. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment pertinent de créer des nouvelles technologies alors qu'il y en a déjà qui existent? Ils ont répondu là-dessus en disant qu'ils ne se fermaient pas la porte à réutiliser et développer un peu plus les technologies qu'on va voir là maintenant, qui existent déjà. Alors, on va finir par une redécouverte du stack que compose le web et par comment on peut l'utiliser pour créer des moyens de communication qui seraient à nouveau décentralisés. Alors, le web que vous utilisez tous les jours, les technologies qui sont utilisées pour ça, en fait, il est déjà décentralisé. Le problème, c'est qu'on a quelques acteurs qui en ont pris le contrôle et que les fonctionnalités qui sont dans les protocoles qui permettent au web de fonctionnalités d'être décentralisées sont de moins en moins utilisées. Nous, notre but, pour redécentraliser le réseau, ça va être de les utiliser un peu plus, les utiliser complètement pour pouvoir avoir des systèmes gérés par des organisations différentes, des personnes différentes, mais qui cohabitent et surtout qui sont interopérables les uns avec les autres. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut à la fin? On veut qu'au lieu pour pouvoir répondre à un tweet depuis un autre réseau social, comme l'a dit Jonathan dans son tweet initial, je suis obligé de leur faire une capture d'écran et que j'ai aucun lien entre les deux, que je ne fais pas du tout utilisable par les moteurs de recherche, je ne peux pas requêter ça, etc. Je veux tout simplement, depuis un réseau social A, pouvoir m'abonner à quelqu'un qui est sur un réseau social B, où je veux que mes données soient stockées chez moi, et que je puisse sélectionner chaque appli sur le web à quelles données très précisément elle a accès ou elle n'a pas accès, sans que tout soit centralisé
sur les serveurs du fournisseur de services. Et ça, en fait, le web est conçu pour ça dès les origines et a de plus en plus d'outils, de protocoles, d'implémentation de ces protocoles qui sont disponibles pour le faire. Alors le stack web, c'est une genre de grosse pyramide. C'est un stack technologique assez complet, avec des fondations qui commencent à être assez anciennes, et puis des trucs beaucoup plus récents et beaucoup plus modernes qui permettent de faire des applications beaucoup plus facilement et complètement décentralisées. La base de la pyramide, c'est les identifiants. Le web, c'est un système orienté ressources. On publie des ressources sur différents réseaux, différentes machines à l'échelle d'Internet, et ces ressources, elles ont un identifiant unique global qui permet en plus de savoir comment on y accède, par quel nom de domaine, par quel IP, par quel chemin une fois qu'on a touché le serveur, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les IRI. En fait, il y a un type d'IRI bien particulier qu'on utilise le plus sur le web, qu'on appelle les URL. Et du coup, le gros principe du web qui est très peu respecté, mais qui est la base pour l'interopérabilité, c'est que toute ressource exposée sur le web, elle doit être identifiée par une URL. Utilisateur d'API Platform, vous voyez que API Platform, c'est quelque chose qui est fait de base pour le web décentralisé, qui s'appuie au maximum sur les standards ouverts du web, et c'est pour ça que toutes les données exposées par API Platform, elles ont cette clé @id et elles sont identifiées par une URL. C'est une remarque qu'on a souvent, on veut utiliser un ID qui est juste 1, 2, 3, pourquoi on doit utiliser une URL, c'est compliqué. En fait, c'est pas pour rien, c'est parce que ça a plein d'intérêts techniques liés à ces protocoles, et en plus, ça permet de rendre vos systèmes de base interopérables très facilement avec d'autres systèmes similaires, et de permettre le développement du web décentralisé. Vous voyez, même dans des outils assez techniques, très bas niveau comme des frameworks web, c'est important de penser à ce qu'on fait, de regarder quel est l'état de l'art, et de voir ce qu'on veut promouvoir comme modèle. Là, par exemple, on a fait le choix conscient dans API Platform de promouvoir un modèle décentralisé dès le départ. On aurait pu faire le choix conscient ou inconscient de promouvoir un modèle centralisé en ne faisant pas la promotion des URL comme identifiés. Ensuite, on a le protocole HTTP, qui est quand même un protocole pareil, très très sous-utilisé par rapport à ses capacités. Il propose des mécanismes d'interopérabilité assez importants, entre autres avec les verbes HTTP, qui sont très peu utilisés, et qu'en plus des protocoles un peu modernes comme GraphQL ont tendance à volontairement ne pas utiliser, ce qui nuit à l'interopérabilité. Bon, GraphQL, j'ai déjà fait des talks là-dessus, c'est un peu plus compliqué que ça, il y a beaucoup à dire, mais c'est pareil, il faut réfléchir un petit peu à comment sont conçus les systèmes qu'on implémente. Ensuite, on a RDF, sur lequel on reviendra juste après, c'est le modèle de données du web ouvert. Au-dessus de RDF, le modèle de données du web ouvert, qui peut être sérialisé dans plein de formats différents. Le plus populaire maintenant, c'est JSON-LD, là encore, modèle format par défaut d'API Platform, c'est pas pour rien, mais on a plein d'autres formes de sérialisation, type XML RDF, Turtle, etc. etc. Au-dessus de RDF, on a des vocabulaires de données, ce qui permet en gros que nos données soient exposées dans le même langage, et donc de les rendre très facilement interopérables. Si d'un côté j'ai un tweet avec un type de données, un format de JSON particulier pour le tweet, et de l'autre côté j'ai un post Facebook avec un format de données différent, un nom différent pour la date, etc., bah, croiser les deux et faire un client qui marche avec les deux, c'est très compliqué. En fait, je suis obligé d'avoir un code spécifique pour Facebook, un code spécifique pour Twitter. Si j'ai un vocabulaire commun qui spécifie les JSON, qui spécifie les noms des champs pour la date, pour le contenu, pour le nombre de likes, etc., bah, je peux avoir un seul client qui marche pour les deux, et je peux avoir les deux qui se parlent entre eux. Bah, ça, c'est un truc qui s'appelle Activity Streams, et c'est un vocabulaire qui utilise le modèle de données RDF et qui existe. Si Facebook et Twitter utilisaient Activity Streams, on pourrait avoir des clients génériques et on pourrait facilement avoir des réseaux sociaux interopérables avec ces deux-là. Donc ce serait un gros pas vers la décentralisation. Puis ensuite, on a des protocoles de plus haut niveau, comme ActivityPub, qui lui vraiment un protocole de synchronisation de données entre différents réseaux sociaux, comme Solid, qui est un protocole qui permet de donner à des applications web l'accès ou le non-accès à vos données personnelles, ou Mercure, qui permet de l'envoi de données en temps réel, de notifications en temps réel, qui s'appuie sur les couches précédentes et qui permettent de faire des applications qui peuvent être distribuées et interopérables avec d'autres applications utilisant ce même stack technologique, même si elles sont faites dans d'autres langages de programmation, etc. Alors, petit exemple de ce que ça donne concrètement, ici, le modèle de données RDF, bah, ça permet de croiser des données qui viennent de différentes sources. Donc ça mériterait une formation ou un talk complet là-dessus. Là, ici, on peut voir simplement que n'importe quel logiciel qui implémente RDF et qui implémente les vocabulaires qui sont utilisés. Donc là, les vocabulaires qui sont utilisés, c'est schema.org et
XML schema, sont capables de lire ces données et sont capables d'être interopérables avec ces données, quel que soit le serveur qui les exploite. Du coup, l'utilisation de ces formats standards et d'un modèle de données tel que RDF, c'est un indispensable pour avoir l'interopérabilité. Donc, ce serait un gros pas en avant si les réseaux sociaux, tels que Twitter ou Facebook, implémentaient ce modèle de données. Ça permettrait à n'importe quel logiciel d'interagir avec et puis de lire, d'extraire les données qui sont présentes sur ces réseaux sociaux-là et tous les réseaux sociaux compatibles. Un gros exemple d'utilisation de RDF, c'est ActivityPub. ActivityPub, c'est un protocole de réseau social décentralisé. C'est un standard du web publié par le W3C comme HTML, etc. C'est conçu au-dessus du stack web. Donc ça utilise URI, ça utilise HTTP, ça utilise RDF via la sérialisation JSON-LD. Vous voyez, ça colle quand même assez fort avec le stack d'API Platform. Encore une fois, ce n'est pas pour rien qu'on a choisi ces outils-là d'API Platform. Ça implémente un vocabulaire standardisé, dont on a déjà parlé juste avant, qui s'appelle Activity Streams. Concrètement, comment ça fonctionne? En fait, chaque réseau social compatible va exposer pour chaque utilisateur une inbox et une outbox. En fait, dans l'inbox, les réseaux sociaux compatibles vont pouvoir envoyer, via une requête HTTP POST, les messages qui sont destinés à l'utilisateur d'un autre réseau social. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre deux réseaux compatibles. Je suis un utilisateur de Mastodon, c'est l'implémentation la plus populaire d'ActivityPub, c'est une alternative à Twitter libre et décentralisée. Je peux avoir deux serveurs Mastodon qui hébergent deux communautés différentes. Je peux même avoir des serveurs ActivityPub qui ne sont pas Mastodon. Par exemple, on a un truc qui s'appelle PixelFed, qui est une alternative à Instagram et qui est pareil, un réseau social libre et décentralisé implémentant ActivityPub et donc compatible avec toutes les autres instances de PixelFed, mais aussi de Mastodon. Donc j'ai un utilisateur de Mastodon, d'une instance Mastodon, un utilisateur d'une instance PixelFed, et l'utilisateur de l'instance PixelFed va envoyer un message dans le format Activity Streams utilisé par ActivityPub à l'utilisateur de l'instance Mastodon. Pour envoyer ce message, j'ai un post qui va être effectué depuis l'instance PixelFed vers l'instance Mastodon. Interopérabilité, depuis mon compte Mastodon, je reçois le message envoyé par un utilisateur d'une instance de PixelFed. Et j'ai aussi le principe de l'outbox. Là, c'est un petit peu l'inverse, plutôt être utilisé pour les messages publics. Je mets dans mon outbox un message public, généralement. Et n'importe quel réseau compatible qui s'est abonné à moi peut venir régulièrement regarder s'il y a des nouveaux messages et le récupérer. Concrètement, comment on code ça? Alors, vous voyez, il y a un petit peu de complexité, hein, ça reste un réseau social, mais c'est basé sur les standards du web. Et c'est finalement juste un document de JSON, en particulier JSON-LD, c'est juste du JSON enrichi avec des métadonnées compatibles avec RDF, qui respecte un formalisme particulier. Il y a un nom spécifique à utiliser pour chacune des propriétés et pour certaines des valeurs. Par exemple, vous voyez que le type ici, c'est note. Et juste en exposant via les bonnes URL ces bons documents de JSON, n'importe quelle application peut être fédérée avec n'importe quelle autre application implémentant ces réseaux sociaux. Donc, quelques applications compatibles avec ActivityPub, donc, qui permettent de décentraliser très fortement le web et à n'importe qui de créer son instance, d'héberger son compte dessus, tout en laissant les membres d'autres instances s'abonner et interagir, communiquer avec lui. Donc, on a Mastodon, j'en ai déjà parlé, qui est le plus populaire. On a Mobilizon, qui est développé par Framasoft, qui est extrêmement intéressant aussi. C'est une alternative à Meetup et aux événements Facebook. Donc, ça permet de créer, on a vu beaucoup de cas de censure des événements Facebook, d'ailleurs. Là, ça permet de créer votre propre serveur, de publier vos propres événements et de laisser n'importe qui a un compte compatible ActivityPub s'y abonner, recevoir les notifications de changement d'heure, etc., indiquer qu'il participe ou savoir les nouveaux événements que vont publier régulièrement la même organisation. Au Tilleul, on compte prochainement basculer de Meetup, qu'on utilise pour ces Meetup comme apérocode, vers Mobilizon. Ce sera fait dans les mois qui viennent. On a aussi Peertube,
qui est un système de streaming de vidéos, qui permet aussi de faire du live depuis quelques temps, qui est une alternative à YouTube, et qui fonctionne aussi ActivityPub, et qui est aussi, avec ActivityPub, et qui est complètement décentralisé. Pareil, là, on est en train de bosser avec les tilleuls pour que les vidéos de ces meetups, dont Apérocode, soient publiées sur Peertube, en plus de YouTube, pour permettre aux gens de participer à ce mouvement de décentralisation du web, et pour permettre aux gens de s'y abonner sans passer par les GAFAM, et sans qu'il y ait de collecte de données personnelles des GAFAM pour voir nos vidéos, et puis pour avoir le contrôle sur nos vidéos, et qu'un jour, si ce que j'ai dit aujourd'hui ne plaît pas à Google, que ça ne puisse pas être censuré, qu'on puisse décider si on souhaite maintenir ma vidéo et mes propos en ligne ou non. Pareil, on a Nextcloud, qui est un système fédéré, qui implémente partiellement ActivityPub, qui est un système similaire à Dropbox. Vous pouvez voir tous les logiciels et toutes les instances publiques disponibles et fédérées entre elles sur le site thefederation.info, qui liste l'état d'avancement et l'état du fait divers. C'est assez intéressant à regarder. Alors, vous allez me dire, jusque-là, installer des nouvelles apps, c'est cool. On peut le faire, on peut aider, mais on aimerait bien programmer un petit peu. Et bien, justement, dans API Platform, on vient... alors, vous savez, dans API Platform, depuis longtemps, on s'intéresse, on essaye de faire en sorte de respecter au mieux les standards du web et de permettre une redécentralisation du web. Donc, cet outil supporte par défaut JSON-LD et de nombreux vocabulaires, et est très facile à utiliser et a plein de fonctionnalités qui vous permettent de créer très facilement vos applications web. Et en fait, il vous permet de créer vos applications web décentralisées, grâce au support de ces formats, qui sont les bases du web, mais aussi grâce à deux composants que je vais vous présenter maintenant. Le premier composant, c'est le générateur de schémas. Donc, j'ai dit qu'il y avait des vocabulaires ouverts qui étaient la base de l'interopérabilité. Activity Streams pour les réseaux sociaux, c'est les modèles de données, vraiment la structure des documents que doivent implémenter les réseaux sociaux qui veulent être fédérés via le fait divers. Schema.org, qui est un tas de données génériques qui permettent l'interopérabilité entre des applications, disons, de calendrier, de dates d'événements, etc. Dublin Core, qui donne toutes les informations, les structures de données génériques pour représenter des publications, type livres, thèses, blog posts, etc. Bon, API Platform Schema Generator, c'est un outil qui permet de prendre n'importe lequel de ces vocabulaires, de choisir les types et les propriétés de ces vocabulaires qui nous intéressent pour l'application qu'on est en train de faire, qu'on veut interopérable avec toutes les applications du même type, de la même branche d'industrie, qui ont le même métier, qui rendent le même service. Donc on choisit tous ces types et ces propriétés via un fichier de config, et automatiquement l'outil va générer les classes PHP qui correspondent, avec le mapping doctrine pour générer la base de données qui correspond, avec les annotations, les contraintes de validation Symfony, avec les annotations API Platform pour exposer une API au-dessus de ça. Du coup, ça permet de créer les fondements, les bases d'une application web décentralisée dès le départ. Il y a un autre composant qu'on a publié il y a quelques mois qui va encore plus loin là-dessus, qui s'appelle API Platform ActivityPub, et lui, il permet tout simplement en installant ce composant d'exposer vos applications via vos applications un endpoint ActivityPub, donc qui implémente le protocole qu'on a vu juste avant, et qui, du coup, si votre application a des fonctionnalités sociales, rend cette application compatible avec toutes les applications du fait divers, y compris Mastodon, PixelFed, Write Freely, et qui est une alternative à WordPress. WordPress a lui-même un plugin pour être compatible avec ActivityPub, d'ailleurs. Et donc là, juste vous installez ce bundle sur n'importe quelle application Symfony ou n'importe quelle application API Platform. Vous avez un peu de config à faire, mais vous avez toutes les fondations pour avoir une application qui est déjà décentralisée et interopérable avec le reste du fait divers. Donc, qui permet aux gens qui vont utiliser votre application d'utiliser quelque chose de décentralisé et de tout de suite avoir l'interopérabilité avec tous les clients et toutes les applications du fait divers qui existent, et donc de progressivement reprendre le contrôle de leurs données. L'idée de tous ces outils, c'est de pouvoir créer des nouvelles applications qui sont de base fédérées, de base décentralisées, qui ne dépendent pas des GAFAM et qui ne reproduisent pas le même schéma que les GAFAM, qui permettent tout de suite de facilement permettre à l'utilisateur d'avoir le contrôle sur ses propres données, de les stocker dans ses propres bases de données, plutôt que
de les stocker dans les bases de données centralisées contrôlées par les GAFA. Alors, juste avant de terminer, quelques réflexions qu'on n'a pas du tout traitées. Les réseaux sociaux décentralisés, qui était le thème principal de ce talk, ça permet d'échapper à la surveillance de masse et ça permet d'échapper à la censure. Ça n'est pas exempt de problème. Par exemple, on a parlé pas mal des censures des comptes d'extrême droite, etc., lors de ce talk-là. On sait que les réseaux sociaux, c'est propice au harcèlement, en particulier au harcèlement de minorités, comme dirait Tim Berners-Lee, des femmes, des personnes pauvres, des personnes de culture minoritaire. Le fait de rendre, de permettre une liberté d'expression plus importante et le fait de ne pas permettre la censure, bah, ça peut créer des gros problèmes de modération, des grosses problématiques de harcèlement, de développement de thèses complotistes d'extrême droite, etc., mais aussi de harcèlement de personnes qui défendent des idées progressistes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas que le réseau social décentralisé que l'on crée ne soit pas utilisable par les personnes qui voudraient s'exprimer parce qu'ils subissent du harcèlement, des raids sans arrêt, etc. Donc ça nécessite des systèmes de modération adaptés. Donc on est là sur quelque chose qui est ambivalent, qui est paradoxal. Il faut d'un côté pouvoir empêcher la censure, et de l'autre, il faut permettre que les gens qui ne souhaitent pas voir certains contenus, qui ne souhaitent pas être harcelés, etc., puissent le faire. On est en train de réfléchir avec quelques personnes d'ETL à des solutions là-dessus. Puis bien sûr, il n'y a pas que nous qui travaillons sur ces sujets. C'est un des gros sujets du web décentralisé. Il y a plein de projets qui sont en cours. On proposera probablement au cours de cette année un outil qui a pour but de proposer au moins un début de solution à cette problématique. Deuxième problème qu'on n'a pas abordé, et qui est pourtant un problème assez important, c'est l'écologie. En fait, malheureusement, mais c'est comme ça, quelque chose de centralisé dans un même data center, etc., c'est beaucoup plus facile à optimiser, et c'est beaucoup plus facile à en réduire la consommation énergétique, et donc potentiellement avoir un impact sur le réchauffement climatique, etc., le plus petit possible, ce qui est tout ce qu'on souhaite. Plus on va être sur quelque chose de décentralisé ou distribué, plus potentiellement, alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pareil, ça mériterait un talk complet, ça augmente le nombre de machines nécessaires et donc là, le coût environnemental, et donc là aussi c'est un petit peu ambivalent. Là aussi, il y a probablement pas mal de solutions qui existent, d'autant plus que d'un côté décentralisé, effectivement, ça a un coût écologique qui peut être significatif. De l'autre, c'est pas comme si les données très centralisées étaient peu gourmandes en énergie, et la plupart de cette énergie est utilisée pour la surveillance, pour le tracking, pour la publicité. Donc, probablement, au pifomètre, mais probablement qu'un réseau social décentralisé sans publicité aura quand même un coût énergétique qu'un réseau social centralisé dans des data centers hyper optimisés, mais avec de la pub partout et des trackers partout et du machine learning pour traquer les gens sans arrêt. Mais c'est en tout cas une question qu'il ne faut pas mettre de côté. Et puis, dernier truc, qui est la question la plus difficile à résoudre, c'est que, on l'a vu, ce qui donne le pouvoir à ces quelques réseaux sociaux centralisés, c'est leur possibilité de censurer, parce que la majorité des utilisateurs, la majorité de la population est sur ces quelques réseaux sociaux-là. Donc, pour que le web décentralisé ait un intérêt, il faut qu'il y ait des gens dessus. Il faut que ça permette de toucher un public, de toucher une audience, sans passer par les canaux traditionnels et sans passer par les réseaux sociaux contrôlés par les multinationales de la tech. Donc ça pose le problème de comment on fait pour amener les gens à basculer de Twitter ou Facebook vers leur instance Mastodon interopérable avec le reste du fait divers. Et ça, il n'y a pas de réponse simple à ça. Par contre, il y a des signaux positifs qu'on peut ressentir. En particulier, vous savez peut-être que WhatsApp a changé ses politiques de confidentialité, puis est revenu en arrière suite au bad buzz que ça a créé, en permettant le partage des données, en tout cas de certaines données de ses utilisateurs, avec sa maison mère Facebook. WhatsApp, c'est censé être une messagerie chiffrée qui est incensurable, en tout cas très difficile à censurer, et confidentielle.
Donc ça allait un peu à l'inverse de ça, et le signal positif, c'est que finalement, on se disait tout le monde s'en fout d'être espionné, ce n'est pas vraiment le cas, parce que ça a créé un switch des utilisateurs qui a été énorme vers Signal et vers Telegram. Signal, qui est une application qui n'est malheureusement pas décentralisée, mais qui est un logiciel libre et qui fait un énorme boulot pour permettre aux gens de communiquer sans être surveillés, sans que ce soit censurable. En particulier, ils font un gros effort pour faire en sorte qu'on puisse toujours utiliser Signal en Iran, alors que le réseau est censé être bloqué depuis l'Iran. C'est un logiciel libre, et en plus, c'est géré par une structure non commerciale, une non-profit américaine. Et Signal, en une seule semaine, il a gagné 8,8 millions d'utilisateurs qui sont passés de WhatsApp vers Signal, justement pour éviter ce fichage et pour éviter cette possible censure, ce possible profiling commercial. Du coup, il y a quand même une appétence pour les gens vers ces réseaux sociaux décentralisés, donc il y a un énorme travail d'information, d'évangélisation, d'UX, d'UI, etc. à faire sur l'ensemble des outils libres, non commerciaux, décentralisés, pour recréer ce web décentralisé. Mais en tout cas, ce switch, cette migration d'énormément d'utilisateurs de WhatsApp vers Signal, c'est quelque chose qui montre que c'est possible et qu'il y a vraiment une appétence de la part de la population. Donc là-dessus, on a du boulot à effectuer. Alors, si vous voulez aller plus loin, je mettrai les slides en ligne. Il y a pas mal de choses que vous pouvez regarder qui sont des très bonnes sources d'inspiration. Donc, on a Solid qui permet de reprendre le contrôle de ces données personnelles qui est proposé par le créateur du web, Tim Berners-Lee, qui est basé sur tout ce stack du web sémantique et du link data qu'on a présenté là, qui est aussi implémenté par API Platform. Ensuite, on a des protocoles qui n'utilisent plus HTTP et qui proposent d'aller encore un cran plus loin et de créer des réseaux qui sont complètement distribués plutôt que simplement décentralisés. Bonne idée, mauvaise idée. Bonne idée, oui, dans toute façon, expérimenter, ça ne peut pas faire de mal. Il y a plein de trucs très, très intéressants dans ce qui est fait là-dedans. Après, est-ce que c'est au niveau de maturité des outils du web? Je ne sais pas. Ça mériterait aussi des talks et des discussions plus poussées là-dessus. Mais en tout cas, regardez-les. Il y a vraiment des trucs très intéressants du côté de chez IPFS, Beaker Browser, Scuttlebot et le projet Gemini. C'est vraiment très bien. Ensuite, un peu de biblio, quelques articles qui permettent d'aller plus loin là, sur ce que j'ai dit, de Mozilla, de Mark Nottingham de l'IETF, donc de l'organisme qui spécifie une grosse partie du web, André Stiles du moteur de recherche alternatif à Google Clicks, parce que la centralisation des moteurs de recherche est aussi un très gros problème. Et puis, il y a un article de quelqu'un qui se revendique comme de droite, donc ça va trancher un peu avec moi, mais qui montre que les problèmes du web centralisé, qui sont vraiment, quels que soient nos points de vue politiques, finalement, ils posent des problèmes démocratiques extrêmement importants. Donc, c'est assez intéressant pour avoir un autre point de vue qui donne finalement lieu à peu près aux mêmes conclusions. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain meet-up.